Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les arguments que la Russie et la Chine ont cités pour refuser d'établir cette zone de protection? On va dire qu'il y a deux raisons principales. La première raison principale, c'est une raison qu'on pourrait qualifier de économique, c'est-à-dire tout simplement l'intérêt pour la pêche Mm. et différents types de pêche. Mais la deuxième raison, qui est finalement celle à laquelle j'accorde le plus d'importance dans le livre, c'est la dimension de géopolitique. C'est-à-dire qu'il y a là encore, d'un point de vue géopolitique, deux aspects différents. Le premier aspect, c'est tout simplement le fait que si en 2019, la Chine et la Russie disent non à la création de nouvelles aires marines protégées, c'est parce qu'en 2016, ils ont dit oui. C'est-à-dire qu'en 2016, il y a une aire marine protégée qui a été constituée, qui s'est créée, c'est l'aire marine protégée de la mer de Ross, donc dans la partie que la Nouvelle-Zélande revendique comme son territoire. Et cette aire marine protégée de la mer de Ross, qui est la plus grande au monde aujourd'hui, plus de 1,2 million de kilomètres carrés, cette aire marine protégée-là, eh bien tout simplement, la Chine et la Russie disent on vous a donné à tous vous les promoteurs, c'est-à-dire les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et leurs alliés, entre guillemets, on vous a donné un accord pour fixer cette aire marine protégée. Maintenant, on attend de voir les résultats. C'est-à-dire qu'on a donné l'accord, mais on n'a pas de garantie que, effectivement, sur la période de plus de 30 ans, durant laquelle cette aire marine protégée est censée, dans un premier temps, du coup, entrer en vigueur, eh bien, tout simplement, on va attendre quelques années pour avoir un retour et voir si, en effet, les résultats escomptés sont bien devenus réalité. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, et en attendant, bien sûr, on ne va pas donner d'accord pour d'autres aires marines protégées en attendant de voir ce que la première a donné. Bon. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, qui est un petit peu plus problématique pour les questions de sécurité, c'est l'idée que, eh bien, tout simplement, il ne faudrait pas, selon la Russie et la Chine, il ne faudrait pas que ces aires marines protégées permettent à un ou plusieurs pays qui font partie des puissances revendicatrices de territoires en Antarctique, ce qu'on appelle les États possessionnés, il ne faudrait pas que ces aires marines protégées leur donnent une facilité pour, de fait, donner une réalité à leurs revendications territoriales, alors même qu'elles sont supposées être gelées par le traité de l'Antarctique de 1959. Donc je sais que c'est un peu compliqué, mais en gros, pour expliquer très simplement, avec des mots simples, cette situation, la Russie et la Chine disent l'Australie a un territoire en Antarctique qu'il revendique d'à peu près 40, qui fait 42% des terres antarctiques, un territoire extrêmement vaste. Aujourd'hui, l'Australie n'a pas démontré sa capacité à pouvoir aller dans toutes les zones de ce territoire qu'elle revendique. Mais, de l'autre côté, ce que l'Australie fait à partir des côtes de sa zone revendiquée en Antarctique, donc à partir du continent vers le nord, c'est essayer de faire valoir une zone économique exclusive de 200 000 nautiques qui serait donc sous domination australienne. Et le véritable problème, c'est que l'Australie a fait passer dans sa législation nationale, il y a maintenant plus de 15 ans, l'idée que si vous êtes un navire australien, eh bien tout simplement, vous êtes dans cette zone-là, et cette zone, quand vous êtes dans cette zone-là, vous êtes dans une zone de souveraineté australienne, zone économique exclusive australienne. Donc la Chine et la Russie finalement ont pris peur, et expriment toujours cette peur, ils jouent aussi sur cette peur, parce que cette peur quand même est relativement limitée. Ils jouent sur le fait que cette aire marine protégée que l'Australie, avec la France et l'Union européenne, essaye de faire valoir sur toute la partie est de l'Antarctique, donc à partir en réalité des zones que l'Australie revendique, eh bien la Russie et la Chine disent il faudrait éviter tout simplement de donner à l'Australie la capacité d'aller encore plus loin dans l'affirmation de sa revendication territoriale. Or, on a vu l'Australie, mais aussi la France, dans les années 50 et 60, utiliser des normes environnementales pour essayer donc de faire valoir des revendications et des zones de souveraineté nationale. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que cette peur de la Chine et de la Russie est équivalent à la peur des Occidentaux de naviguer dans la zone de la mer du Chine méridionale? On pourrait dire ça.
On pourrait dire Est-ce que ça c'est- en poussant un petit peu, on pour pourrait dire qu'on que comprenne c'est bien équivalent. les enjeux. En gros, Et- oui, c'est-à-dire que autant les Occidentaux ont peur que la Chine utilise les différentes îles, Spratleys, Paracels, pour pouvoir Voilà. faire valoir évidemment une extension de souveraineté Et sur à la mer de l'inverse, Chine du Sud, et et bien c'est- là c'est l'inverse, exactement. Mais la différence, c'est que en mer de Chine du Sud, la Chine tout simplement utilise des moyens de sécurité pour faire valoir sa souveraineté revendiquée, alors qu'en Antarctique, ni la France, ni l'Australie, ni d'autres d'ailleurs, n'utilisent des moyens sécuritaires, avec des bases militaires ou des frégates ou que sais-je de ce genre-là, pour faire valoir leur potentielle souveraineté étendue.